10e exposé. Jusqu'ici, les philosophes n'ont jamais eu l'occasion de s'occuper d'une psychologie du refoulement. Il nous est donc permis, en première approche de ce phénomène encore inconnu, de nous faire une représentation concrète du processus de la formation du rêve. Il est vrai que le schéma auquel nous parvenons, pas seulement par l'étude du rêve, est passablement compliqué, mais un schéma plus simple ne peut nous suffire. Nous faisons l'hypothèse que notre appareil psychique comporte deux instances formatrices de pensée, dont la seconde possède le privilège de voir ses produits trouver libre accès à la conscience, tandis que l'activité de la première instance est en soi inconsciente et ne peut parvenir à la conscience que par l'intermédiaire de la seconde. À la frontière des deux instances, au passage de la première à la seconde, se trouverait une censure ne laissant passer que ce qui lui est agréable, mais retenant le reste. En ce cas, ce qui est écarté par la censure se trouve, selon notre définition, dans l'état de refoulement. Dans certaines conditions, dont l'une est l'état de sommeil, le rapport des forces entre les deux instances se modifierait de telle manière que le refoulé ne peut plus être entièrement retenu. Dans l'état de sommeil, cela aurait lieu probablement par le relâchement de la censure. Alors, ce qui a été refoulé jusqu'à ce moment réussira à se frayer un chemin à la conscience. Cependant, comme la censure n'est jamais complètement supprimée mais seulement rabaissée, le refoulé devra subir du même coup des modifications qui atténueront ces aspects choquants. Ce qui devient conscient dans un tel cas, c'est un compromis entre les intentions d'une des instances et les exigences de l'autre. Refoulement, relâchement de la censure, formation d'un compromis, tel est le schéma fondamental de la genèse d'un très grand nombre d'autres formations psychopathologiques où les choses se passent comme dans le rêve. Et dans la formation du compromis, on observe, ici comme là, les processus de condensation et de déplacement ainsi que des recours à des associations superficielles dont nous avons parlé à propos du travail du rêve. Nous n'avons aucune raison de nous dissimuler l'élément de démonisme qui est entré en jeu dans notre explication du travail du rêve. Nous avons eu l'impression que la formation de rêves obscurs se fait comme si un individu dépendant d'un autre avait à exprimer quelque chose qui doit être désagréable à ce dernier. À partir de cette comparaison, nous avons conçu la notion de déformation du rêve et de censure, et nous sommes efforcés de traduire notre impression en une théorie psychologique certes fruste, mais qui représente au moins les choses en les visualisant. Même si une élucidation plus poussée du sujet doit nous permettre d'identifier avec autre chose notre première et notre deuxième instance, nous attendrons de voir se confirmer une corrélation de notre hypothèse, à savoir que la seconde instance règne sur l'accès à la conscience et qu'elle peut en écarter la première. Lorsque l'état de sommeil est surmonté, la censure se rétablit rapidement dans sa pleine vigueur et peut à présent détruire ce qui lui a été arraché au temps de sa faiblesse. Une expérience vérifiée d'innombrables fois montre que l'oubli du rêve s'explique au moins en partie par là. Pendant le récit d'un rêve ou pendant son analyse, il n'est pas rare de voir ressurgir subitement un fragment qu'on croyait oublié. Ce fragment arraché à l'oubli contient régulièrement l'accès le meilleur et le plus direct à la signification du rêve. C'est vraisemblablement pour cette raison seulement qu'il est tombé victime de l'oubli, c'est-à-dire de la nouvelle répression.